podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Depuis quelques semaines, les langues se délient. Les professionnels de l'immobilier parlent tous d'un ralentissement du marché et d'une baisse des prix. Mais où est-ce qu'on en est sur le marché de l'immobilier de luxe ? Eh bien, c'est le thème de l'interview du jour. Et pour y répondre, eh bien, je suis avec Laurent Demeure. Bonjour. Bonjour Ariane. Laurent, vous êtes président de Coldwell Banker. Alors, comment la crise, elle se manifeste ou pas sur votre segment qui est celui de l'immobilier de prestige ? Alors, bien évidemment, je dirais, on a un marché qui se réajuste. Je veux dire, on a connu des années de hausse, on a connu des années, surtout après le Covid, d'accélération, et l'immobilier, d'une manière générale, à tout niveau, aussi bien le luxe que les primo-accédants, ont été dopés par des taux d'intérêt négatifs. Je dirais, on est un petit peu dans la situation, on enlève le dopage. Donc aujourd'hui, on retrouve des conditions normales, il faut se remettre dans la normalité et il faut se réajuster. Quand vous dites négatif, pour que tout le monde nous comprenne, c'est-à-dire qu'on avait des taux à 1%, mais une inflation supérieure. On avait des taux effectivement à 1% avec une inflation qui était à 1,5, 1,7. Voilà, à peu près. Donc à l'arrivée, le taux d'intérêt était négatif, le taux réel, pas le taux nominal. Donc ça boostait l'économie et c'est vrai que ça en était en surperformance parce que c'était facile d'emprunter, les banques prêtaient facilement et tout le monde voulait acquérir et tout le monde voulait profiter. Et le Covid en plus a fait chambouler un petit peu les habitudes de vie et tout le monde voulait un peu changer de vie, changer d'appartement, changer de maison, changer de région. Bref, on a connu vraiment une période de surexcitation. Là, on revient un peu, je ne veux pas dire un peu la gueule de bois, ou la fin du dopage. Si on était dans le Tour de France, on se dirait, rappelez-vous les années de Tour de France où il y avait les fameuses années EPO dopage, ils arrivaient en haut des cols de première catégorie, ils n'avaient même pas transpiré encore. On va dire qu'un peu c'est l'immobilier aujourd'hui, c'était un peu ça. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on revient sur un rééquilibrage, donc on est dans cette phase de transition qui rééquilibre le marché pour revenir à des conditions normales et un taux de 4% est un taux tout à fait ce qui est logique finalement. Bon, mais alors le dopage, ça a des effets secondaires quand même. Ça a des effets secondaires, c'est qu'il faut se remettre dans la normalité et ça fait mal. Il faut faire des efforts et pour des vendeurs, il faut se réajuster en termes de prix, il faut réajuster son ambition pour se remettre dans la normalité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'anticipation à la hausse. Il y a aujourd'hui de la concurrence. Il faut aussi savoir, les acquéreurs ont quand même, quel que soit le segment, même si dans le luxe, on est beaucoup moins sensible au taux d'intérêt, on a peu de refus de crédit. Mais il faut se remettre dans des conditions où les acquéreurs sont beaucoup plus regardants parce qu'ils n'anticipent plus une hausse, voire ils anticipent une correction de marché qui est déjà là. Donc finalement, tout le monde aujourd'hui cherche un petit peu la bonne affaire, ce qui fait que les négociations se durcissent. Et les écarts entre le prix demandé et le prix de la première offre sont de plus en plus éloignés. Donc les acquéreurs sont dans une position plus agressive aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas se tromper. Ces marges de négociation, elles sont de combien selon vous ? Enfin, selon ce que vous observez sur le terrain, surtout. Nous, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les entrées en négociation peuvent se faire sur du moins 15, voire du moins 20. Alors qu'avant, on rentrait en négociation sur du moins 5 à du moins 7%. Donc, on commence à négocier moins 15, moins 20 sur le prix affiché et on finit à combien ? Alors après, je dirais, il n'y a pas une règle absolue, bien évidemment. Mais on va se rapprocher entre du moins 7 à du moins 10, selon les dossiers. Alors, sur la clientèle du luxe, est-ce qu'on peut dire que les acquéreurs, les vendeurs, en tout cas vos clients, sont plutôt mieux informés que la moyenne sur la situation économique et que leur anticipation, elle donne peut-être le là pour les mois qui viennent ? Oui, tout à fait. C'est pas la première fois qu'on voit un marché changer d'orientation dans l'immobilier. Il ne faut jamais oublier. Les gens l'oublient trop souvent que l'immobilier, ce n'est qu'une succession de cycles favorables aux vendeurs, puis de cycles favorables aux acquéreurs en permanence. Après, les cycles, ils ont une durée qu'il n'est pas facile de prévoir à l'avance. Quand un marché, les acquéreurs sont orientés sur une situation économique générale qui leur donne peu confiance, on est plutôt orienté sur des prix à la baisse, de correction. Et donc, c'est un peu eux qui font la tendance du marché. Sauf si le vendeur détient une pièce de collection exceptionnelle. Un appartement, une maison exceptionnelle, de toute façon, elle a une valeur intrinsèque et elle
et le prix en lui-même, je dirais, n'est que ce qu'il veut vendre et ce que l'acquéreur voudra mettre comme prix. Donc, en dehors de ces biens exceptionnels dont on va parler, les biens de standing et les biens de luxe classiques, on va dire, ralentissent comme le reste du marché, si je vous écoute bien. Ils ralentissent moins que le reste du marché, soyons très clairs, moins que le reste du marché. Et on a une demande quand même, et on a des négociations, on a des ventes, voilà. Donc, on est quand même moins touché que le reste du marché. En revanche, on connaît un ralentissement quand même d'une manière générale. On ne patine pas comme le marché du primo-accédant, qui est 100% dépendant du taux de crédit, parce que nous, bien évidemment, nos acquéreurs et nos vendeurs ont n'ont pas des 100% de crédit, ont déjà d'autres revenus, ont des facilités des facilités d'accès au crédit, ou des cash, ou achètent 100% en cash. En revanche, on a quand même ce marché qui se réoriente quand même et qui se corrige. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que si vous avez fait 35% de plus-value en 10 ans, de dire qu'il faut que vous corrigiez de 4 à 5%, finalement, faut enlever ça de votre tête pour vous dire que vous avez gagné 30% en 10 ans. Est-ce qu'au niveau des territoires, il y a des lieux qui sont plus ou moins impactés chez vous? Il y a des villes qui sont moins impactées que d'autres. Bordeaux est une ville qui a été en surchauffe pendant une dizaine d'années. Tout le monde voulait acheter à Bordeaux. La politique d'Alain Juppé, tout le monde voulait aller à Bordeaux. Bordeaux était la ville fashion où il fallait vivre, la qualité de vie, etc. Donc il y avait une énorme rush sur l'acquisition à Bordeaux. Donc, ce qui fait que ça s'était emballé et aujourd'hui, Bordeaux se corrige, peut-être un peu plus vite que les autres villes. Ce qui n'empêche pas que nos bureaux sur la région de Bordeaux maintiennent leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire que même s'il y a une correction, nous maintenons nos chiffres d'affaires, donc nous maintenons nos volumes de vente. Sur une ville comme Nantes, j'ai fait le point aussi la semaine dernière, notre chiffre d'affaires est équivalent à l'année dernière. Donc il y a toujours une volumétrie. Donc finalement, les gens qui étaient partis en région, je pense que la régionalisation ou les villes cathédrales sont rentrés dans le mode de vie et progressivement la France se décentralise et les villes montent toujours en puissance parce qu'on s'aperçoit qu'on peut vivre aujourd'hui loin de la capitale. Et la région de Biarritz, toute la rivière Atlantique, est-ce que ça boome toujours? Tout ce qui est aujourd'hui résidence secondaire, première ligne, qualité, est toujours un marché qui est dynamique. Parce que c'est rare, parce que trouver une belle propriété de vacances, les gens veulent se faire plaisir. Et en matière d'inflation, on voit la montée des billets d'avion, on voit la montée des prix hôteliers aussi. Il suffit d'aller sur des sites internet, on voit que les prix des avions montent énormément. On voit que les hôtels montent aussi beaucoup leurs prix parce qu'ils sont confrontés à l'inflation. Et donc finalement, détenir sa résidence principale, c'est aussi finalement aujourd'hui rentable par rapport à prendre des vacances, par rapport à un budget avion et plus hôtel. Enfin, détenir sa résidence secondaire, excusez-moi. Et donc on a des personnes qui vont vers des résidences secondaires. Donc il y a encore des transactions sur ce marché des biens qu'on qualifie de luxe. C'est à partir de combien? Alors c'est toujours difficile, le prestige, le luxe. Mathématiquement, on considère $1 million dans le monde entier. On considère qu'on est millionnaire quand on détient un actif immobilier d'$1 million. L'étude UBS Crédit Suisse, il y a 3 millions de millionnaires en France. Il y en a eu 25 000 de plus l'année dernière parce que grâce à leur immobilier, ils ont atteint ce seuil. Donc ça, c'est le premier critère, mais c'est l'entrée de gamme sur le marché du luxe. Voilà. Après, on va dire qu'on change de segment entre 5 et 10, puis au-delà de 10, c'est encore un nouveau segment. Parce que pour acheter au-delà de 10, il faut quand même un patrimoine de l'ordre de 35 à 40 millions. Et là, on attaque les biens de collection dont vous parliez. Voilà. Après, c'est des marchés rares aussi. C'est des marchés où il y a peu de transactions, où il y a quelques personnes dans le monde qui peuvent se les offrir. Il faut encore vouloir se l'offrir à ce moment-là. Et quelquefois, entre le projet de l'acquéreur et le projet du vendeur, on n'est pas du tout dans le même timing. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que globalement, quand on est au-dessus aujourd'hui du segment au-delà de 2 millions, le marché est plus fluide qu'en dessous de 2 millions. Et il est beaucoup plus fluide qu'au-dessus d'1 million qu'en dessous d'1 million. Ça, c'est quelque chose qu'on observe vraiment. Et je sais que je parle à des confrères qui ne sont pas sur d'autres segments de marché, et c'est vrai que pour eux, quand ils sont sur du primo-accédant, comme vous l'avez dit, alors là, la crise est vraiment là. Voilà. Nous, on est ralenti. On a des volumes les négociations sont plus longues, les temps de trouver les accords sont plus longs, l'offre finalement est faible, donc ça ralentit encore le marché. Mais on est sur un segment qui garde quand même plus de fluidité. Donc plus de fluidité sur les biens au-dessus de 2 millions, un marché qui se réveille avec la gueule de bois après des années de dopage. Et vos conseillers immobiliers, vos agents immobiliers, vos franchisés, comment vous les soutenez ? Je dirais, nous, on est un grand réseau comme un banker. On est avant tout un réseau avec une culture. On a vécu depuis 1906 des crises, on a vécu des aléas. On a toujours été résilient, on connaît les cycles de l'immobilier, on n'est pas nouveau dans l'immobilier.
Donc, gérer des situations comme celle d'aujourd'hui, j'ai fait le point, moi, avec l'ensemble de mes patrons de bureau, on sait quelles sont les décisions que l'on doit faire. On sait qu'on doit réduire un peu les coûts, on sait qu'on doit continuer à investir, on sait qu'on doit créer de la dynamique et on sait qu'on doit être très, très proche de nos clients, leur parler souvent et leur donner les clés de décryptage de l'économie, les clés de décryptage du marché immobilier. Donc, on a les bons réflexes et c'est ça que je dirais la force d'un réseau comme Coldwell Banker. Mondialement, on a des situations et on peut comparer. Hier, j'étais dans une réunion avec mes collègues de Miami, Los Angeles et New York. On a constaté des similitudes entre nos marchés et on a constaté les points clés de réussite dans ces marchés-là, qui sont un peu les mêmes, quel que soit le pays dans le monde. Alors, des crises, vous en avez connu d'autres. Comment vous la qualifieriez, celle-ci, par rapport à celle de 91, par rapport à celle de 2008 ? Est-ce qu'elle va être aussi sévère ? Elle est particulière parce que c'est la remontée des taux qui a jamais été aussi haute dans l'histoire, aussi rapidement. Voilà. C'est pas une crise de l'immobilier, c'est tout à coup une crise du financement qui est arrivée et qui a forcément un impact sur l'immobilier. Il faut bien voir que le taux aujourd'hui de la BCE, de refinancement, est le plus élevé de toute l'histoire de la BCE, depuis sa création. Je la qualifierais comme toutes les crises. Il faut se réadapter, il faut être résilient, il faut savoir diriger son entreprise en période difficile, il faut savoir prendre des mesures, il faut savoir être très proche de ses équipes, il faut donner de l'exemple et nos patrons d'agences sont des leaders. Ils sont des leaders qui ont une forte proximité avec leurs équipes, qui sont concernés pour faire réussir leurs équipes. Et puis, on sait ce qu'il faut faire. Et puis, à un moment, quand la crise s'arrête, et puis ça repart, et ainsi de suite. Il faut bien voir aussi que l'immobilier est toujours le premier secteur qui rentre dans le dur. Et quand l'immobilier commence à sortir, c'est en fait le reste de l'économie qui rentre dans le dur. Donc, c'est comme ça que vous devez penser. Voilà. Après, est-ce qu'elle sera plus dure que 93, 2008 ? Je n'en sais rien pour l'instant. 93, c'était essentiellement dû à la spéculation des marchands de biens. 2008, c'était la crise des subprimes, donc un événement américain, encore de la surchauffe. Et finalement, c'est vrai qu'après toute période de surchauffe, il faut toujours s'attendre à une période de repli. Eh bien voilà, merci beaucoup Laurent Demeure. Je rappelle que vous êtes président de Coldwell Banker et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Merci, à bientôt Ariane, au revoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire et à nous laisser des étoiles, posez-nous vos questions, mettez-nous des commentaires, on adore ça. Mon podcast IMO.